Moi, c'est le calme et la froideur d'Aizen qui m'a séduit. Tes paroles étaient pleines de sagesse, capitaine Hirako. Seulement, quand tu parles de ne pas attaquer sans réfléchir, ça me fait doucement sourire. Que vous m'attaquiez sans réfléchir ou avec la plus grande prudence, ou même que vous n'attaquiez pas du tout, ça ne change rien, le résultat sera identique. N'allez pas croire que je prédis l'avenir. Votre défaite est inévitable. Il s'agit d'un destin inéluctable. C'est un fait inscrit dans votre passé. Ah ouais, et il m'a eu. Ne réagissez pas! Il provoque! Qu'est-ce que je pourrais craindre, après tout? N'êtes-vous pas tous déjà morts? Il se tient, là, face à ses ennemis, l'air impassible, un sourire en coin, celui d'un homme qui sait déjà comment cette histoire va se terminer. Et puis, il prononce ces quelques mots. Ces mots qui résonnent bien au-delà de l'univers de Bleach. Sosuke Aizen. Un nom qui fait frémir les fans de manga. Un personnage qui se concentre son propre univers pour devenir une référence culturelle. Aujourd'hui, je ne vais pas vous parler d'Aizen comme un simple méchant d'anime, mais plutôt vous expliquer pourquoi ce personnage est le miroir parfait de notre époque. Pourquoi ses méthodes de manipulation résonnent si violemment avec notre réalité contemporaine, et surtout pourquoi, quelque part, nous vivons dans un monde gouverné par des Aizen en puissance. Pendant des années, des décennies même, Aizen a été le capitaine parfait, aimable, intelligent, respecté de tous, l'incarnation même du leader bienveillant. Et c'est là que réside son génie. Il a compris que le pouvoir véritable ne se prend pas par la force, mais se donne par ceux qui ont confiance et qui voient en vous une figure respectable, voire d'autorité. Car parler de manipulation serait mentir si avant ça un lien de confiance n'est pas mis en place, et cette confiance, Aizen l'a acquise pendant des décennies. Sa relation avec Inamori Momo en est le parfait exemple. Cette jeune femme le vénère littéralement, prête à mourir pour lui. Et Aizen cultive cette dévotion avec une précision chirurgicale. Chaque geste, chaque mot, chaque sourire est calculé pour renforcer sa position de mentor aimé. Et il ne se contente pas d'être son superviseur hiérarchique, il devient sa figure paternelle, son guide spirituel, voire même sa divinité personnelle. Donc oui, vous l'avez bien compris, cette vidéo sous couvert d'Aizen est une mise en lumière de l'art de la manipulation organique et psychologique. Et bien qu'il ne l'ait pas inventée, cette stratégie, Tite Kubo l'a construite avec une intelligence remarquable. Car Aizen ne manipule pas par la peur, ou du moins pas au début, mais par l'amour, par l'admiration et par le besoin profondément humain d'avoir quelqu'un à idolâtrer. Et ça, c'est bien plus terrifiant que n'importe quel pouvoir surnaturel. Parce que, voyez-vous, Aizen a compris quelque chose de fondamental sur la nature humaine. Nous voulons tous croire en quelque chose de bien plus grand que nous. Nous cherchons des leaders, des figures d'autorité, des personnes qui semblent avoir des réponses à nos questions existentielles. Et c'est précisément comme ça que naissent les sectes, les religions et des concepts fanatiques. Et c'est cette faiblesse de la psyché humaine qu'il exploite. Ce qui fait que Sosuke Aizen n'est pas juste un manipulateur lambda. Tite Kubo, dans sa construction du personnage, s'est inspiré, consciemment ou non, de concepts philosophiques profonds, notamment la philosophie de Fred Nietzsche. Aizen incarne l'Ubermensch nietzschéen, ou grosso modo le surhomme, et dans le cas présent d'Aizen, l'homme qui dépasse les limitations de la morale traditionnelle. Voyez sa réaction quand il découvre la vérité sur le roi des âmes, ce dieu mutilé, cette divinité maintenue en vie pour préserver l'équilibre cosmique. Sa rage n'est pas celle d'un révolutionnaire classique, mais celle d'un être supérieur qui refuse d'accepter que les sommets soient détenus et occupés par une sorte de marionnette en fait. Mais pourquoi avoir fait ça? Pour devenir quelqu'un d'important. Alors tu es tombé bien bas, Aizen. Tu as toujours été trop fier, Ukitake. En réalité, il n'y a ni Dieu ni homme au-dessus de nos têtes. Mais ce vide va bientôt être comblé. Fais-moi confiance. Maintenant, je vais pouvoir siéger là-haut dans le ciel et prendre part aux décisions. Il est temps pour moi. Pour Aizen, le vrai scandale n'est pas l'injustice du système, mais sa médiocrité. Il ne veut pas réformer le monde, il veut le transcender. Et c'est là que la philosophie d'Aizen devient fascinante. Il ne s'inscrit pas dans une logique du bien contre le mal, non, c'est trop superflu, mais dans une logique de maître contre esclave, ce qui marque un contraste. Tandis que les autres personnages se battent pour protéger, pour sauver, pour préserver, Aizen, lui, se bat pour s'élever, pour transcender et pour devenir. Sa solitude n'est pas accidentelle, elle est ontologique. Comme il le dit lui-même à travers ses actions, quand on est aussi supérieur intellectuellement et spirituellement, comment ne pas être seul? Comment ne pas mépriser la médiocrité ambiante?
Cette solitude n'est pas une faiblesse dans sa psyché, mais le prix de la grandeur. Et ça, il nous le démontre méthodiquement, car c'est là que ça devient réellement intéressant pour nous. Aizen maîtrise 3 piliers fondamentaux de la manipulation sociale. Car oui, il est maître dans l'art du contrôle de l'information, premier pilier. Son Zanpakuto ne fait pas que créer des illusions, il manipule littéralement la perception de la réalité de ses victimes. Mais regardez plus attentivement, avant même d'utiliser son pouvoir, Aizen contrôle déjà l'information. Il décide qui sait quoi, quand et comment. Il construit des narratifs, des versions alternatives de la vérité et fait en sorte que chacun n'ait accès qu'aux éléments qui servent ses intérêts. Et dans tout ça, il a acquis de l'expérience dans la captation de l'affect, qui est le deuxième pilier. Aizen ne se contente pas d'être respecté, il se fait aimer. Il comprend que la loyauté émotionnelle est bien plus puissante que la loyauté rationnelle. Regardez comment il traite Genichimaro, son bras droit. Il ne lui fait jamais confiance et d'ailleurs il a raison, mais il maintient avec lui une relation complexe faite d'admiration mutuelle et de défiance. Et effectivement, Jin le trahira, mais pas avant d'avoir passé des décennies et des décennies à ses côtés. Et le plus beau, c'est que même cette trahison, il l'avait anticipée, il le savait. Ce qui prouve sa compréhension de l'exploitation de la hiérarchie existante, qui est le troisième pilier. Aizen ne détruit pas le système de la Soul Society, mais à quoi bon ? Pourquoi détruire un système qui maintient la suprématie du plus fort et du plus fourbe? Aucun intérêt, autant s'en servir, autant utiliser les codes, les traditions et les automatismes hiérarchiques pour mieux les subvertir. Car pendant des décennies, personne ne remet en question ses ordres, ses décisions et ses versions des faits. Parce que c'est le capitaine et le système travaille à sa place et c'est exactement ce dont il a besoin. Et foncièrement, ces 3 piliers, je suis sûr que vous les reconnaissez parfaitement et que vous en êtes victime au quotidien, et moi aussi d'ailleurs, que ce soit dans la sphère privée, familiale, au boulot ou même à l'école. Ils sont partout dans notre société contemporaine. Et d'ailleurs, si le sujet vous intéresse, sachez que j'en parle sur ma chaîne Curious Crime, lien en description ou sur la page d'accueil de ma chaîne, de comment l'école nous manipule et d'autres sujets plus matures à la réflexion, donc n'hésitez pas à vous y abonner si ces thématiques vous intéressent. Mais le fait est que nous vivons dans un monde d'Aizen. Partout, des figures charismatiques utilisent exactement les mêmes méthodes que notre antagoniste. Nos algorithmes nous enferment dans des bulles informationnelles, nous ne voyons que ce qui confirme nos biais et que ce qui nous maintient dans une certaine vision du monde, comme les victimes de son Zanpakuto. Nous sommes convaincus de voir la réalité alors que nous ne voyons qu'une version fractionnée de celle-ci. Construite, filtrée et manipulée, une fraction infime de ce qu'est réellement la vérité, comme l'a si bien décrit Platon avec son mythe de la caverne. Regardez comment fonctionnent les réseaux sociaux. Chaque plateforme décide ce que vous allez voir, dans quel ordre et avec quelle intensité émotionnelle. Vous croyez scroller librement, mais en réalité, vous suivez un script écrit par des algorithmes conçus pour capturer votre attention et vous influencer dans vos comportements. Et d'ailleurs, si vous avez cliqué sur cette vidéo, ce n'est pas un choix 100% délibéré de votre part. Et le plus inquiétant, c'est que nous en sommes conscients, mais nous sommes comme hypnotisés, n'est-ce pas ? Eh bien, c'est exactement le même type de mécanisme qu'utilise Aizen face à ses subordonnés. Et tout comme lui, nos leaders politiques, nos influenceurs et nos entrepreneurs à succès ne se contentent pas de convaincre par la raison. Ils créent des communautés émotionnelles, des familles artificielles où l'appartenance devient la plus importante des vérités. Ce qui fait par exemple qu'on ne vote plus pour un programme mais on vote pour quelqu'un qui nous ressemble ou dans le pire des cas pour faire opposition. Ce n'est plus de la conviction, c'est un choix par dépit pour que quelqu'un valide nos émotions. Et ça induit que l'affect prime sur l'analyse et la fidélité émotionnelle sur la cohérence psychologique. Et ainsi, nos Aizen contemporains ne détruisent plus les institutions, ils les noyautent. Ils utilisent la respectabilité du costume-cravate, la légitimité des diplômes et l'autorité des fonctions pour mieux manipuler. Un PDG respectable qui optimise fiscalement au détriment de ses employés. Un journaliste crédible qui déforme l'information en utilisant la légitimité de sa position pour servir ses intérêts personnels. Et ça, c'est la vraie terreur qu'inspire le personnage d'Aizen. Ce n'est pas de la puissance brute, c'est sa capacité à faire que la manipulation semble normale, naturelle, voire même méritée. Ces victimes ne se rendent même plus compte qu'elles sont manipulées et elles pensent agir par conviction personnelle. Mais peut-on vraiment leur en vouloir si la masse et l'effet de groupe tuent toute critique individuelle et nous transforment tous en moutons? Dites-le moi dans les commentaires, ils sont là pour ça. Ce qui nous emmène donc à la chose la plus subtile et la plus profonde dans le personnage d'Aizen, sa solitude existentielle. Car au-delà d'un manipulateur brillant, Tite Kubo nous présente un homme fondamentalement seul. Et cette solitude n'est pas accidentelle, elle est le prix de sa supériorité.
Aizen est tellement plus intelligent, plus puissant, voire même plus visionnaire que tous les autres qu'il ne peut simplement pas les considérer comme des égaux. Il ne peut pas avoir d'amis réels, de confidents véritables et de relations authentiques. Tout le monde autour de lui est soit un pion à manipuler, soit un obstacle à éliminer. Et c'est là que le personnage devient tragique, car cette solitude n'est pas choisie, elle est subie. Aizen aurait probablement préféré avoir des égaux, des personnages avec qui partager sa vision du monde, sa compréhension des enjeux réels, mais il n'en trouve pas, alors il se résigne à être le seul au sommet, à porter seul ce fardeau comme un acte sacrificiel. Sacré coup de force de la part de Tite Kubo qui dépeint là une magnifique critique acerbe du christianisme en assimilant Aizen à un Jésus qui porte seul sa croix sur son dos pour nous. Et cette solitude du pouvoir semble être par définition le seul chemin vers le sommet. Plus on monte dans la hiérarchie sociale, politique et économique, plus on se coupe du commun des mortels, plus on accumule de pouvoir, plus on perd la capacité à créer des liens authentiques. Et pourquoi ça? Parce que tout le monde devient potentiellement soit un allié à manager, soit un ennemi à neutraliser. Et ça, cet état de fait-là est totalement probable dans nos vies, car plus on avance dans la vie, plus on grandit, plus les amis d'enfance avec lesquels on a grandi dans nos écoles et dans nos quartiers se scindent entre ceux qui ont réussi au même niveau que nous, voire plus, qui sont toujours à nos côtés aujourd'hui, et ceux qui ont moins eu de chance par choix ou par erreur de jeunesse et qu'on ne voit plus, qui s'éloignent au fur et à mesure que le temps passe. Et maintenant, prenons cette réalité et multiplions-la par 100 et ça donne nos dirigeants qui vivent dans des bulles dorées entourés de conseillers ou de courtisans ou de personnes qui leur disent ce qu'ils veulent entendre. Ils perdent le contact avec la réalité vécue par leurs citoyens, exactement comme Aizen qui a perdu le contact avec l'humanité commune des âmes qu'il prétendait gouverner. Et c'est précisément cette solitude qui provoque sa chute. Car Aizen, dans son orgueil démesuré, commet l'erreur de croire qu'il peut tout contrôler. Il sous-estime Ichigo, non pas par manque d'intelligence, mais par incapacité fondamentale à comprendre ce qui motive quelqu'un d'autre que lui. Ichigo se bat pour protéger ses amis, pour préserver des liens humains authentiques. Aizen ne peut pas comprendre cette motivation parce qu'il n'a jamais eu accès à ce type de relation. Sa supériorité intellectuelle devient sa faiblesse émotionnelle. Et ça, c'est un pattern qu'on retrouve constamment dans l'histoire. Les dictateurs, les manipulateurs, les tyrans finissent par chuter parce qu'ils perdent contact avec l'humanité qu'ils prétendent diriger. Ils deviennent si isolés dans leur bulle de pouvoir qu'ils ne voient même pas venir les révolutions, les changements et les résistances. Et Aizen incarne parfaitement cette prise du pouvoir, l'orgueil qui aveugle, la certitude qui isole et la supériorité qui déshumanise. Alors, que nous dit vraiment l'histoire d'Aizen ? Elle nous dit que les vrais dangers ne viennent pas des méchants grotesques, des dictateurs caricatureux et des tyrans évidents. Elles viennent de la manipulation charismatique, des leaders séduisants et des personnes qui utilisent notre besoin d'appartenance, notre soif de sens, notre désir de transcendance pour servir leurs propres ambitions. Aizen nous enseigne que la manipulation la plus efficace est celle qui se fait avec le sourire, avec de la bienveillance apparente et avec l'illusion de servir à un bien supérieur. Le vrai dictateur ne se construit pas sur la peur, mais sur l'amour détourné, sur l'admiration manipulée et sur la confiance trahie. Et peut-être que le message le plus profond de Tite Kubo, c'est que ce trône au sommet du monde qu'Aizen convoitait tant, peut-être qu'il doit rester vide. Peut-être que personne ne devrait avoir autant de pouvoir sur les autres. Peut-être que la vraie sagesse, c'est de comprendre que nous sommes tous imparfaits, tous limités et en somme tous humains. Car dans notre monde de réseaux sociaux, d'influenceurs, de leaders charismatiques et de manipulateurs en tout genre, l'histoire d'Aizen résonne comme un avertissement. Méfions-nous de ceux qui prétendent avoir toutes les réponses, qui nous promettent de nous guider vers un monde meilleur et surtout qui nous demandent de juste leur faire confiance. Donc faites-moi confiance et n'hésitez pas à donner votre opinion dans les commentaires ou à dire ce que vous avez pensé de la vidéo, ils sont là pour ça. Et si cette vidéo t'a plu, tu peux continuer à explorer mes autres vidéos. Ici sur Otascrim, j'y dissèque la pop culture sous toutes ses coutures, entre psychologie, pouvoir et récits tordus. Et si le cœur t'en dit, abonne-toi à cette chaîne ou à mes autres chaînes que tu trouveras en description en fonction des thématiques qui t'intéressent, entre les histoires complètes de tes fictions préférées sur Aramis Crime, de la culture générale et de la critique sociale sur Curious Crime, le gaming et plein d'autres thématiques encore. Et suis-moi aussi sur mes réseaux sociaux, lien en description ou sur la page d'accueil de mon profil. Et sur ce, on se dit à la prochaine vidéo.